l'IA ne remplacera pas l'homme. L'homme sera remplacé par l'homme qui maîtrise l'IA. Punchline. Punchline. En moyenne, on voit que les gens en fait, sont capables de faire 20 fois plus d'actions sur la plateforme que dans leur vie précédente. Et avec du coup, une précision qui est beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient avant. En fait, on dit, là, en fait, vous avez 100% de votre temps à passer au final à prendre la bonne décision. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Good Talk, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs, entrepreneuses du secteur de la mode et la beauté durable. Ce podcast est produit par Collective Better Goods, un média en ligne et job board spécialisé dans la mode et la beauté durable. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Adil Boudadi de la société Automne. Bonjour Adil. Bonjour. Alors, Adil, avant de passer à ce que tu fais aujourd'hui, tout simplement, si tu peux te présenter. J'ai 35 ans, donc je suis ni vieux ni jeune. Et ça, c'est important de le souligner. Mais en fait, un peu un parcours de ma vie, un peu un cadre assez traditionnel, école d'ingénieur, ensuite école de commerce. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, toute ma vie après a été un peu décidée à ce moment-là, quand j'étais en école de commerce. En fait, c'est au moment où j'ai un peu 21 ans, je crois que j'avais 21 ans, 22 ans. Et à ce moment-là, tu te dis, en fait, qu'est-ce que tu vas faire en fait, dans ta vie professionnelle. Et ce qui était assez intéressant, c'est à la base, je ne devais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. À la base, j'étais dédié à une voie en fait, de travailler en finance, parce qu'à l'époque, c'était un peu la voie royale et tout le monde faisait ça. D'accord. Et Dans ta famille, quelqu'un travaillait en finance ou pas du tout ? Absolument pas. Mais par contre, mon frère, mon seul et unique frère, a été la personne en fait, qui a un peu façonné ma vie pro, on va dire, dans le sens où c'est la première personne qui m'avait dit de travailler dans la mode à ce moment-là. Donc là, on est en 2011. D'accord. Donc, il travaillait lui-même dans la mode ? Pas du tout. D'accord. Et en fait, la petite histoire par rapport à ça, c'est que j'ai commencé en fait à collectionner les baskets, donc les sneakers, en 2003-2004, donc quand c'était pas du tout encore un phénomène de société aujourd'hui comme ça peut l'être. T'étais précurseur. Précurseur. Et en fait, on était un peu des geeks. Il y avait un site internet qui s'appelait sneakers.fr, qui était un forum à l'époque, et qui en fait regroupait un peu tous les collectionneurs de baskets en France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu avais des personnes de backgrounds différents, et on a un peu tous grandi ensemble à ce moment-là. Mais en fait, cette phase-là de ma vie m'a permis, au final, de voyager. Parce qu'à l'époque, en fait, l'e-commerce n'était pas encore assez développé. Donc, si tu voulais une paire de baskets, tu devais te balader, tu devais voyager, que ce soit chez Colette à Paris à l'époque, ou en Italie, à Berlin, etc. Et du coup, en fait, ça te permet de rencontrer des personnes avec qui tu grandis. Et du coup, en fait, c'est un peu les logiques de silhouette, tu vois, comme dans la mode. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les baskets, quels sont les autres produits que tu vas avoir avec ces baskets-là, tu vois. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai réussi, j'ai commencé à connaître des marques que je connaissais pas avant, type APC, tu vois, je commence à te balader dans le Marais pour la première fois, je suis banlieusard, tu vois, donc à côté de Saint-Germain-en-Laye, D'accord. donc RER A. Et du coup, RER A. Et du coup, en fait, c'était tous les samedis, t'atterrissais à soit Châtelet-Les Halles, et tu passais du côté du Marais, et t'allais donc du coup ces marques-là qui étaient un peu un nouveau monde. Et la passion elle est née comme ça. Et en final, donc, pour revenir à cette logique d'école de commerce, je devais faire mon premier stage. Et mon frère m'a dit, au final, je pense que tu devrais bosser dans la mode parce que tu adores ça. Et à partir du moment où tu adores ce que tu fais, en fait, c'est plus un job. Et ça a été c'est resté un peu ma mantra depuis toujours. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais fait un premier job d'été. Okay. Et quand tu fais un premier job d'été, quand tu as la vingtaine, à Paris. À Paris, ouais. Et à l'époque, quand tu fais ton premier job d'été, normalement, c'est Pizza Hut ou McDonald's ou Starbucks. Ouais. Donc, j'avais fait Starbucks avant. Là, c'était mon deuxième job d'été. Et du coup, via sneakers.fr, donc un de mes très bons amis, Thibaut, me dit mon grand frère est en apprentissage à l'IFM. Et ils ont besoin de quelqu'un cet été, donc c'était été 2010, pour les aider à nettoyer leur base de données. Ok. Donc, j'y vais. Et j'ai ce job d'été-là, génial. Et en fait, ça me permet du coup, quand je dois avoir mon premier stage, d'arriver de me dire, ok, je me lance à l'eau, fini la trajectoire finance, je vais travailler dans la mode. Et à cette époque-là, je voulais absolument travailler pour deux maisons. C'était Givenchy, Riccardo Tisci, ou Céline, Phoebe Philo.
Et c'était vraiment très, tu vois, très carré. Ouais. Et du coup, pas de réseau, absolument, tu connais personne. Donc, ce que tu fais, j'étais sur le site de LVMH, tu vois, à refresh tous les jours, etc. Et jusqu'à ce qu'il y ait une offre Givenchy, pas très claire. C'était stagiaire, stratégie. Et le seul truc qu'ils demandaient, c'était anglais courant. Ok. Donc, j'envoie mon CV en anglais. T'étais un vrai anglais courant? Et tu sais que c'est la question qu'on m'a posée en entretien. Donc, quand j'ai eu mon premier entretien avec la personne RH qui s'appelait Fiona, je m'en souviendrai toute ma vie, elle m'avait demandé du coup, mais vous avez mis à la fin anglais courant, est-ce que c'est vrai? Et ça a été un peu mon truc, tu vois, parce que mon anglais est pas trop dégueulasse. Et donc du coup, ça m'a permis au final d'avoir mon deuxième entretien avec le DAF à l'époque. Et là, plus de nouvelles. Et en fait, je me retrouve le 23 décembre. On m'appelle. Givenchy m'appelle et me dit il y a un entretien demain avec la DG. Et donc, du coup, OK. Pour un stage. Pour un stage. Donc, tu vois, tu dis, et tu vas le 24 décembre, au matin. DG qui arrive avec 1h30 de retard, tout, etc. Mais entretien génialissime. Et je me retrouve en finale à faire mon premier stage chez Givenchy. Et donc, en fait, de là. Donc, ce stage en stratégie, c'était quoi? J'étais un peu une version humaine de ChatGPT. Tu vois, c'était. En toute humilité. Non, mais tu sais, dans le sens, mais en beaucoup moins bien. Mais si tu veux, tu étais un peu ce genre de BI humaine, quoi. C'était en gros, la CEO avait besoin de savoir combien de Nightingale rouge, de sac rouge, Nordstrom avait vendu. Le début du merchandising, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, et en fait, ce qui était assez intéressant, c'était ma première rencontre avec la data. Et en même temps, tu as une approche un peu 360 parce que du coup, vu que tu shadow la DG, donc tu comprends un peu comment une boîte retail, de luxe, mais retail au sens global, fonctionne. Donc, je fais ce stage de 6 mois. Ensuite, je pars étudier aux États-Unis en Master 2, en Caroline du Nord. Et l'objectif, c'était un peu de dire, OK, un peu Christophe Colomb de ma famille. Tu vois, j'étais le premier à partir aux États-Unis, ever, même en vacances, etc. Je pars là-bas et c'était en mode, genre, j'ai un ticket simple. Bien évidemment, je pas dit ça. De la douane américaine. Ouais, voilà, tu vois, bien évidemment, je l'aurais pas dit, c'est un aller simple. J'aurais dit, écoutez, dès que je termine les cours le 25 avril, je rentre. Et ensuite, j'ai la chance, du coup, de faire un stage chez Alexander Wang. D'accord. Et donc là, je pars à New York, entre New York et Paris pendant 6 mois. Et donc là, de la même façon, beaucoup plus poussé par rapport à mon stage chez Givenchy, boîte américaine, donc façon différente de penser, une culture qui est différente, etc. Plus data-centrique. Beaucoup plus data-centrique. Où est-ce qu'on doit ouvrir des boutiques sur les 3 prochaines années? Quel est le PNL qu'on doit avoir? Quel est le payback, etc. Donc, moins merchandising, mais beaucoup plus stratégique et retail. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai un peu une période dans ma vie où je me dis, en fait, je suis loin de tout. Il y a un côté qui est très excitant parce que Alexander Wang, à l'époque, c'est une marque qui est incroyable. Mais de la même façon, quand tu sors du boulot et qu'il est, 20h, parce que tu es stagiaire, ou 21h, tes potes, tu peux pas les appeler. Tu vois, et tu n'avais pas encore WhatsApp à l'époque, c'est 2013. C'était Viber, je crois, à l'époque. Tu vois, Viber, et tu devais te mettre au Starbucks pour avoir un Wi-Fi un peu pourri. Tes potes, tu peux pas les appeler, ta famille non plus, donc tu as un peu une sorte de blues, etc. Et je décide de rentrer du coup à Londres, où je retrouve mon ancienne DG de chez Givenchy, qui monte en fait une sorte de mini fonds d'investissement pour des marques anglaises. D'accord. Et là, en fait, c'est ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Et l'objectif, c'était de lever des fonds pour ces marques-là, injecter du cash, ramener des personnes, d'un point de vue managérial, aussi des stylistes, etc., et de les faire grandir. Donc, avant une logique de private equity. D'accord. Et en parallèle, je travaille avec mon ancien DAF de chez Givenchy, chez Victoria Beckham. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis tout est très connecté. D'accord. Et, le monde de la mode, quoi. Le mode de la mode, quoi, le village. Et là, expérience encore différente. Donc, en fait, si tu prends mon premier stage chez Givenchy et cette expérience-là, j'ai une sorte de MBA un peu fast-track de tout ce que tu dois savoir sur le retail, sur le luxe. Et du coup, je me dis, en fait, maintenant, je suis prêt à rentrer dans une structure un peu plus corpo et une maison plus grosse, etc. Et c'est là, en fait, j'ai la chance de rentrer chez Alexander McQueen. Ok. À quel âge J'ai 24 ans. D'accord. J'ai 24 ans. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, Alexander McQueen, énorme nom et tout, etc. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est génial, et c'est ça qui a été un peu le tremplin, c'est qu'au final, c'était plus ou moins géré un peu comme une start-up. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une maison qui a grandi très, très rapidement et tout, etc. Et donc, il y a plein de choses à faire. Énormément d'opportunités.
Et c'est à ce moment-là, au final, où du coup, en fait, j'arrive en tant que retail planning analyst. Ok. Et mon job, c'est de faire du reporting de performance, ce qui marche pas, les boutiques qui marchent, etc. Et du coup, à ce moment-là, en fait, la genèse d'Automne arrive là. J'en dis pas plus, tu vois, et donc on arrive là. Et donc en fait, donc pour retracer un peu ma vie, c'est passé de là et ça a commencé avec l'amour des sneakers, comme quoi. C'est dingue. Ouais. Et donc, tu passes combien de temps chez McQueen? Quasiment 6 ans. 6 ans. Ouais. Et donc, c'est là où j'imagine la suite arrive par rapport à ton projet actuel. Ouais, en fait, si tu veux, donc on est en 2015. Et à ce moment-là, je sais plus si tu te souviens, il y avait une sorte de basket McQueen, une sorte de Stan Smith avec une grosse semelle que tout le monde avait à un moment donné. Ouais, oui, À un moment donné, tu la voyais partout. Et en fait, ma boss de l'époque, qui était la directrice du retail merch, donc des achats, me dit, en fait, le groupe a une sorte d'outil que Saint-Laurent utilise, parce qu'en fait, Saint-Laurent, à l'époque, quand Saint-Laurent cartonnait le sac de jour, etc., et ce serait intéressant pour toi que tu regardes le truc. Donc, je rencontre les personnes de Kering, ils m'expliquent un peu la chose et tout, etc. Et le problème que nous, on a à l'époque, c'est que le business McQueen est extrêmement saisonnier. Tu vois, c'est très runway, etc., fashion show. Il n'y a pas vraiment, tu n'as pas la commodité comme tu pouvais retrouver chez Gucci, chez Bottega, chez Saint-Laurent, etc. Donc, comment créer en fait un business permanent d'une marque qui est vraiment orientée sur le saisonnier. Et à ce moment-là, en fait, on identifie un produit qui est une basket. Et en fait, on se rend compte très rapidement que, si tu veux, la KPI du retail, c'est le taux de sortie, le sell-through. Donc, on a un produit qui a un taux de sortie qui est très élevé. Mais par contre, on en avait acheté 200 paires pour une dizaine de magasins. Et donc, en fait, j'arrive et on n'est pas du tout à ce moment-là dans une logique de machine learning, d'IA et tout, etc. C'est purement des projections statistiques très simples. Et en fait, je dis à ma boss à l'époque, je dis, écoute, on peut avoir le même taux de sortie, mais en fait, avec 10 fois plus de stock. Et c'est là, en fait, où ça commence à se déclencher, dans le sens où je dois pitcher ça au CEO de l'époque, parce qu'il ne peut pas valider le stock. Jonathan Akeroyd, qui est après ensuite devenu CEO de Versace et de Burberry, ensuite. Donc, il valide un peu le premier réassort. Ce stock arrive, donc de 1500 pièces, 2000 pièces. Ce stock arrive, donc 3 mois plus tard, parce que la paire est fabriquée en Italie, donc ça prend du temps, etc. Et on estimait en fait que ce stock-là était suffisant pour 2 mois de vente, si tu veux. Le stock arrive, on le dispatche dans la dizaine de boutiques, et au bout de 10 jours, rupture. Et c'est là où on commence les listes d'attente. Et en fait, cette partie-là, du coup, ça devient une sorte de focus pour la marque. Ah, mais c'est génial. Donc, je deviens en fait le mec de la basket chez Alexander McQueen. Et on commence un peu, si tu veux, à scaler l'approche, tu vois, à faire ça à grande échelle, dans le sens où on ne fait pas ça que sur la basket, mais on va regarder tout le portefeuille de produits de la maison et on va appliquer en fait la même méthode. Donc en fait, c'est très simple, c'est faire en sorte que tu suis ta demande par rapport à ton stock et tu fais en sorte de jamais être en rupture, mais jamais être en surstock par rapport à ça. Et alors c'est drôle parce que tu dis c'est très simple, mais pour le coup, c'était une première. C'était une première pour la marque. Si tu veux, c'était un peu c'était très disruptif à l'époque, mais ça paraissait aussi très logique. Et si tu veux, en fait, c'est ça qui a été aussi intéressant, c'est que, et après je parlerai de l'aventure Automne, mais avec mon associé, on est venu avec cette sorte d'innocence. Tu vois, on n'avait pas du tout un background en supply chain. J'ai étudié les maths et apprendre à coder. Et je déteste coder. C'est mon associé qui est mon CTO et qui adore faire ça. Tu vois, moi, j'ai des allergies en fait quand je vois des lignes de code. Mais on avait cette innocence-là par rapport en fait, comment en fait on peut utiliser la data pour créer quelque chose de nouveau d'un point de vue procédurier, etc. Pour en fait disrupter de façon positive une marque qui n'était pas censée en fait, qui n'était pas établie à grandir de cette façon-là. Et c'est à ce moment-là où chez Alexander McQueen, on change de PDG et on ramène une personne qui nous a extrêmement aidés. Donc, en finale dans la création d'Automne, qui était Emmanuel Gainsberger, qui est maintenant le CEO de Versace, qui venait en fait, qui est arrivé de l'équipe, la fameuse équipe qui été arrivée au milliard avec Saint-Laurent. Donc, en fait, quand Saint-Laurent est arrivé au milliard avec Eddie Slimane, le groupe a un peu dispatché en fait les C-level dans les marques, etc., pour dire en fait on fait grandir aussi les autres marques. Et donc du coup je lui présente ce que je fais, je lui pitch en fait ce que je fais et il me pose, donc il est français, il me dit en français, il me dit si demain tu te fais écraser par un bus, on fait comment? Et je lui dis vous avez un gros problème. Donc il me dit en fait commence ton équipe.
Et c'est là, en fait, où quelques mois plus tard, je rencontre Harry, donc mon associé, qui a 18 ans, qui a arrêté London School of Economics au bout de 3 mois. Parce qu'en fait, là, quand je lui posais la question en entretien, c'est qu'il ne voulait pas que ses parents payent 15 000 pounds par an pour une éducation qu'il peut avoir en ligne gratuitement. Waouh. Et donc, je me suis dit, OK. Et donc, tu vois, ce genre d'énergie Là, comme tu ça. prends une claque. Ouais, exactement. Exactement. Et du coup, je dis, bah, go, quoi. Et en fait, on se retrouve tous les deux. Et tu l'as rencontré comment? Enfin, il a répondu à une... Il avait répondu à une offre de stage pour la directrice Retail Europe. D'accord. Et qui me dit, il y a un mec que tu vas adorer, il est génial, etc. Et en fait, le test pour avoir le stage à l'époque, il y avait une sorte de test Excel que j'avais fait, tu vois. Et du coup, le mec fait le truc carré et tout, etc. Que 18 ans. 18 ans, ouais. Et donc, du coup, c'est là où je rencontre Harry. Et à ce moment-là, en fait, on commence, avec d'autres personnes qu'on avait aussi embauchées, en fait, on commence à mettre en place ce qui était un peu la genèse d'Autono. Et c'est littéralement, en fait, comment aider en fait, les personnes à prendre des décisions sur la logique de gestion de stock. Donc, que ce soit les achats, comment allouer du stock, comment faire du transfert de stock, comment faire du réassort fournisseur et tout, etc. Et en fait, tu te rends compte, et ce qui est assez intéressant, c'est que on a la chance de faire partie du groupe Kering. Donc, d'un point de vue IT, tu as tous les outils sur le papier pour t'aider. Tu as un ERP, tu as un planning system. Mais en fait, quand tu regardes tes collaborateurs, ils sont tout le temps sur Excel. Ils passent littéralement 80% de leur temps sur des feuilles Excel à extraire la data, alors à travailler, faire des tableaux croisés dynamiques, etc. Et ils ont littéralement 5 à 10% de leur temps pour prendre une décision qui est sous-optimisée. Donc en fait, on se dit, bah... Et après, ils utilisent quoi, tout l'IT système juste pour faire le reporting group, c'est voilà, ça, tu vois, des traits standards, classiques, etc. Et en fait, je me dis, bah, si on peut permettre aux gens de prendre des décisions, tu vois, de façon plus rapide, à grande échelle, etc., bah, quelle va être la trajectoire du coup de la marque. Et en fait, si tu veux, encore une fois, avec une totale innocence, donc tu vois que le truc commence à prendre et la marque commence à changer de tête. C'est-à-dire que tu passes d'une marque qui est vraiment très wholesale à une marque qui commence à ouvrir de plus en plus de boutiques, un site internet qui marche de mieux en mieux, etc. Les baskets, on avait du coup, pour revenir au mec de la basket, on avait un tracker toutes les semaines qui comptait en fait le nombre de baskets qu'on vendait. Et tu commences, 100 baskets, 200, 5000, 10 000, et tu regardes le truc, tu dis waouh, c'est quand même assez dingue, quoi. Wow. Et ce qui est génial, c'est que en fait, donc dans l'expérience Alexandra McQueen, c'est qu'on a eu la chance que notre PDG à ce moment-là nous ait littéralement donné carte blanche. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la supply chain, c'est jamais un sujet très sexy. T'as toujours l'impression que c'est des mecs avec des casques qui transportent des cartons, ou sinon des vieux consultants qui viennent, tu vois, et qui te font des PowerPoints. Et on a rendu ce truc-là sexy dans le sens où il nous a permis d'arriver et de dire bah, vous occupez de la supply chain. Et c'est surtout donc, du coup, Olivier Germain, qui était le Chief Merchandising Officer à l'époque, et qui nous dit si vous voulez comprendre ce que vous êtes en train de faire, vous devez en fait comprendre la partie production, donc les fournisseurs, etc. Allez voir les fournisseurs. Et donc on y va, mais encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'on prend l'avion, on va en Italie, on parle pas un mot d'italien, et on se balade chez les fournisseurs, etc. pour leur dire bah, voilà ce qu'on fait, etc. Donc collaborons ensemble. C'est très entrepreneurial en fait. Tu vois, donc on était vraiment dans ce cadre d'intrapreneur. En fait. Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, bah, tu comprends exactement comment tous les process fonctionnent ensemble, du début jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Tu vois, du fournisseur jusqu'au final, la boutique, puisque le samedi, je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, mais en fait, je demandais le samedi à aller bosser en boutique pour comprendre, en fait, tu vois, ce que demandent les clients, comment une stockroom est gérée, etc. Donc, tu as vraiment, en fait, cette littéralement compréhension de tout ce qui se passe, en fait. Parce que la supply chain, c'est très simple. En fait, si tu veux expliquer ça à un enfant de 3 ans, c'est que tu as un produit et tu as un consommateur. Et en fait, tout ce qu'il y a entre, c'est de la friction. Alors, tu sais que c'est quand même la première personne qui m'explique que la supply chain, c'est très simple. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est en gros, il y a le plus important dans le truc, c'est d'avoir effectivement, oui, le bon produit, mais les personnes les plus importantes dans une marque retail, c'est les personnes qui ouvrent les boutiques et qui les ferment à la fin de la journée. Tu vois, et donc, comment tu leur donnes en fait les bons niveaux de stock, les bons produits, etc., pour qu'ils soient en ligne avec leur budget par rapport à ça. Et donc, la performance d'Alexandra McQueen continue, etc., et jusqu'à un moment où tu dis c'est quoi l'étape d'après. Et donc, le retail est un village,
comme tu le sais. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, on commence à avoir des collègues qui nous disent, qui sont partis chez Alexander McQueen, je suis allé chez Burberry ou dans des marques de beauty, etc. Les gars, ce que vous avez fait chez Alexander McQueen, c'est canon, c'est trop bien que vous veniez nous aider. Et du coup, en fait, à ce moment-là, on s'est dit, plutôt qu'en fait de recommencer ce qu'on a fait, et ça, tu vois, avec les contraintes qu'on avait. Parce qu'en fait, tu as un côté positif à avoir, à être soutenu par un groupe comme Kering et travailler chez Alexander McQueen, parce que tu as quand même du budget pour faire des choses. Bien sûr. Mais de la même façon, tu as des contraintes d'un point de vue infrastructure, IT et tout, etc. Donc, tu essayes de faire des trucs un peu dans un cadre. Et donc, on s'est dit avec Harry, en fait, si demain on part chez Burberry ou notre marque, etc., on va devoir tout recommencer. Par contre, je pense qu'on a une opportunité. En fait, s'il y a 3, 4, 5 collègues qui nous demandent, qui nous font la requête, pourquoi on ne créerait pas en fait notre propre outil? Voilà. Et ça a commencé comme ça. En quelle année? En 2021. 2021, Ouais. donc juste après. Juste après, c'était encore un peu une époque Covid. Ouais, C'était un peu l'époque bizarre où on fermait, on réouvrait, on fermait, on réouvrait. Un masque, tu sais pas, le dehors, tu as le droit de ne pas le porter dehors, mais des fois tu dois le porter. Tu as un pass vaccinal, etc. Donc c'était 2021. Et aussi, encore une fois, tu vois, donc Harry était encore chez McQueen et moi je commence en fait, donc je déménage à Milan. Donc je pars de Londres après 7 ans et je déménage à Milan. Et tu as un côté qui est très Renaissance. En tout cas, je le voyais comme ça dans ma tête. C'est un peu, tu vois, mais c'était. J'arrive en Italie, je parle pas en mode italien, tu vois. Il y a un côté Renaissance et ça va être un peu. Mais là, tu quittes McQueen. Ouais, je quitte McQueen. Et là, c'est. Et l'Italie parce que tu as pris goût personnel, parce que ma copine est italienne. D'accord. Et donc, du coup, on avait passé l'été 2020. Tu sais, l'été où tu faisais un peu de remote working, où les gens ne travaillaient pas vraiment. Les gens étaient là, je suis en remote working, je vais à la boule. Avec... Et ils revenaient... Tu mettais le fake screen derrière. Là. Ils revenaient toutes les 2 heures, tu sais, genre, tu bougeais un peu leur souris pour apparaître en ligne sur Teams. Et donc, on passe 2 mois en Italie. En fait, on revient à Londres après 2 mois. Et en fait, t'as un peu le blues, quoi. Tes amis sont plus là. Donc, en fait, t'avais une sorte de double effet qui se coule au UK. C'est que t'as le Brexit 4 ans avant et plus Covid qui met un peu coup de massue où les gens partent. Et donc, je lui dis, en fait, il est temps de passer à autre chose. Et c'est moi qui lui dis, ce serait cool qu'on est en Italie. Go. Tu vois, un peu comme un mauvais parfum des années... Je dis toujours, en fait, ma vie, c'est un peu ça. C'est un mauvais parfum des années 90. Tu sais, genre Paris, New York, Londres, Milan, tu vois, sur les t-shirts. Tu vois, et donc en fait... Ça me fait penser à cette pub égoïste. Ouais, exactement. Tu vois, et t'as un peu ce côté ça, c'est un peu ce côté comme ça. Et donc j'arrive à Milan, 2021, et c'est là où je dis, OK, en fait, il y a un truc à faire. On va réfléchir un peu à comment structurer la chose. Dans le duo entre Harry et moi, je suis le super optimiste. Je suis à fond. Et Harry, on est un peu le yin et yang. Et c'est pour ça que ça marche très bien. D'accord. Donc moi, je dis, écoute, on y va, go, etc. Lui, là, attends, vas-y, bosse dessus, regarde, dis-moi s'il y a un truc qui se passe. Et tu vois, genre, j'ai un mortgage à payer, quoi. Donc, t'es sympa, mais voilà. Et donc, du coup, on commence à travailler sur ça. Et un ancien collègue, qui devient un ami, me dit... il y a une marque à Paris je connais le DG d'une marque à Paris qui a besoin d'aide et c'est exactement ce que vous avez fait chez Alexander McQueen et tout, etc. Est-ce que tu veux le rencontrer? Et donc, en fait, tu arrives sur un angle qui est tu veux pas être consultant. C'est ça, en fait, le truc. C'est que je peux pas devenir tout ce que j'ai combattu, tu vois, c'est pas détester, mais en fait, c'est pas ce que je veux être, quoi. Donc, du coup, je rencontre cette personne-là, Arnaud Bazin, qui était le DG de Lanvin à l'époque. Et on a un meeting la première fois sous Zoom, donc c'est encore cette époque Covid voilà. Et deuxième meeting, on se voit à Paris, etc. Donc il m'explique ses problèmes et je lui dis écoute, c'est exactement ce qu'on a fait chez McQueen et justement, on est en train de bosser sur un truc. Et donc il me dit OK. Et si tu veux, à l'époque, il voulait utiliser un autre outil qui est Anaplan, qui est très standard, que LVMH et tout, etc. Donc je dis non, absolument pas. Et donc en fait, qui est quand même très utilisé. Très utilisé, tu vois. J'adore dire ça, c'est un Excel en ligne. C'est un peu, grosso modo, c'est un peu ça. J'ai rien contre Anaplan. Mais en fait, et donc nous, on se dit, attends, c'est un peu une opportunité. Donc on saute dessus et on crée du coup une sorte de PowerPoint avec des mock-ups de Autone. Alors, on n'avait absolument rien à l'époque. Littéralement, on a lancé le nom Autone
le logo, fait un logo, etc. Parce qu'on se dit, on a potentiellement un premier client, faut qu'on fasse une présentation, donc allons-y, tu vois. Et notre proposition de valeur à la fin, c'était le dernier slide, c'était on est 10 fois meilleur que les Anaplan, Board, etc. qu'il y a sur le marché, on est 10 fois moins cher et on est 10 fois plus sympa. On est 10 fois plus sympa, on adore faire des blagues et on est live en un mois, pas en un an. Tu vois, genre, en gros, on est là pour gérer de la valeur, on a un projet métier et tout, etc. Et du coup, Arnaud est la personne qui nous a donné, qui est la première personne qui nous a donné notre chance et qui nous a dit go. Sauf que, donc ça c'est été 2021, sauf qu'on est censé commencer en septembre et on n'a rien. Donc en fait, l'été 2021, on bosse avec Harry sur la première version de la plateforme autonome. C'était ça. Donc là, vous dormez pas beaucoup la nuit? On ne dort pas trop la nuit, mais en fait, tu as ce côté hyper excitant. Hyper excitant, tu vois. Tu as une première marque qui te fait confiance et c'est Lanvin, tu vois, c'est la plus vieille marque de luxe, tu vois, dans l'histoire, genre Lanvin, etc. Et tu te dis, waouh, ok, donc on a notre premier client, on a signé un premier contrat de 12 mois, donc on fait ça. On commence, ça se passe super bien. Et là, tu vois, du bouche à oreille, on commence à avoir un deuxième client, un troisième client, donc on est 2. On a 3 clients, on fait du revenu, mais on doit tout faire. Tu vois. Et donc là, effectivement, tu passes sous un bus, c'est un problème, du coup. Aïe, totalement. En fait, c'est l'innocence, c'est de la folie, c'est tout. Et donc, c'est cette logique, tu vois, d'entrepreneuriat et tout, etc. C'est qu'en fait, tu penses uniquement au positif, tu ne penses pas au négatif. Et en fait, le négatif, on peut le régler. Et c'est à ce moment-là, en fait, on se dit, pourquoi ne pas... en fait, on a besoin d'aide, donc on a besoin de personnes avec nous et tout, etc. Et c'est là, en fait, on commence on s'est dit, on va faire notre première levée de fonds. Tu vois. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est totalement naïf. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout le monde des... Vous n'avez pas de réseau? Absolument rien. Tu vois, de la même façon où 10 ans avant, j'avais aucun réseau dans le monde du luxe, etc. De la même façon, là, on arrive, on se dit, on a un truc, mais on a besoin d'aide, on a besoin de financement. Notre premier deck, on doit avoir quelque part. On cherchait à lever 150 000 € pour littéralement embaucher 2 personnes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de logique. Alors qu'on était en 2022 et que les gens levaient 1 million juste avec une idée sur un PowerPoint. Oui, à cette époque, c'était la belle époque. Ouais. Tu vois. Et en fait, je pense que la vie est vachement bien faite quand tu rencontres les bonnes personnes, etc. Et c'est un peu comme le livre L'Alchimiste. Tu vois. Quand tu veux quelque chose, en fait, les étoiles un peu s'alignent, le monde s'organise d'une façon pour que les choses se passent comme tu les projettes en fait dans ta tête. Et du coup, on s'est dit, on veut lever de l'argent. On arrive avec un premier deck de 150 000 €. On a un advisor que j'avais rencontré 8 ans avant à Londres qui nous dit, les gars, moi j'adore ce que vous faites, je veux vous aider et tout, etc. Par contre, 150 000 €, je pense que vous pouvez mieux faire, changez vos chiffres, rendez le truc plus sexy et tout, etc. Donc on revient avec... C'était pas assez Ouais, c'était pas assez. En fait, si tu veux, on faisait quasiment 20 000 € par mois de revenus. D'accord. À 2. Donc en fait, je dis 150 000 €. Tu vois, avec du recul, moi, je me donne le deck, je vois le truc, je fais, quand même, les mecs, faites un truc un peu plus sympa. Et donc on change du coup notre deck et le truc, c'était le million. Grand fan des... les 3 télés. Ouais, les 3 télés, tu vois, grand fan du millionnaire, de Philippe Risoli. Et donc on fait ça. Et à ce moment-là, on se dit, OK, donc on a changé notre deck, mais par contre, notre deck, on le montre à qui? Et littéralement, en fait, avec Harry, on va sur LinkedIn et on envoie un document d'une page. Dès qu'on voit quelqu'un, investisseur, truc, etc. Mais on a dû envoyer ça, je pense, à 200 personnes. Et on avait une sorte de CRM qu'on tenait quelque part sur un Google Sheet. Et en fait, on est arrivé, on regardait, lui, il nous a pas répondu, lui, il nous a pas répondu, lui, il a dit qu'on était trop petit, lui, il a dit potentiellement intéressé et tout. Jusqu'à ce que ça commence à prendre, tu vois, on commence à avoir des réponses et tout. Et c'est à ce moment-là où un de mes meilleurs amis m'écrit et me dit ouais, vu que tu m'as parlé de ta potentielle levée de fonds, et j'ai un ancien collègue qui est un très bon pote, qui bossait avec moi en fusion-acquisition chez Barclays, je dis, d'accord, et qui est maintenant dans un fonds d'investissement tech. Je dis ok, ouais, ça peut m'intéresser. Il dit écoute, je te le présente. Il m'envoie le site, je dirais pas le nom du VC, mais il m'envoie le site internet. J'avais une voiture volante sur la première page.
Et j'arrive, je me dis, mais ok, nous, on optimise la gestion des stocks, tu vois. Genre, il y a un truc qui a un peu rien à voir. Et du coup, ouais, donc, et je rencontre cette personne-là qui me dit à juste titre, vous êtes trop petit pour notre fonds, vous êtes encore trop jeune et tout, etc. Par contre, moi, je suis vachement intéressé pour vous aider. Je vais mettre un ticket de Business Angel et je vais vous aider à faire une super levée de fonds. Tu vois, avec les bonnes personnes. Tu vois, il me dit dès le départ, la règle numéro 1, les gars, c'est que vous ayez les bons investisseurs. Et surtout, les bons partenaires. Parce qu'en final, ça va être des personnes qui vont vous suivre pendant 10 ans au minimum. Et donc, c'est comme un mariage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, dès le départ, cette relation qui se fasse, et tout, etc. Et c'est lui qui nous aide, du coup, à faire notre première levée de fonds, un peu, tu vois, qui nous dit, bah, ok, ce fonds-là, c'est bien, ce fonds-là, c'est pas bien. Vous avez ouais, prenez ce fonds-là en lead, prenez ce fonds-là en follow et tout, etc. Il y a tel et tel angel, allez-y quoi. Donc ça a commencé comme ça. Waouh. Ouais. Et alors du coup, Automne, c'est vrai, juste petit aparté, c'est venu comment l'idée du nom parce que je me suis posé la question en fait. Alors en fait, si tu veux, je pense que c'est la première fois qu'on le dit. Pas parce que je fais 20 milliards de podcasts, mais c'est la première fois qu'on le dit de façon publique. Chez McQueen, on avait une sorte d'obsession à chaque fois de dire we have to set the tone, tu vois. Et avec Ariel, on s'est dit what if we automate that? Donc c'est automate your tone, tu vois. Et en fait, automate your tone, c'est devenu ok, bon, c'est un peu trop long comme nom, on peut faire un truc un peu plus sympa. Et on a créé la boîte en automne. Waouh. Il y a un côté très, il y a un côté très Jean-Michel marketing. Avec du recul, enfin nous à l'époque, tu nous aurais vu sur le truc, on était là genre waouh, tu vois. On aurait sûrement payé une boîte 50 000 € pour nous sortir cette idée. Et c'était ça, tu vois. On s'est dit automne, ouais c'est cool, il y a un truc. Encore une fois, les planètes s'alignent. Les planètes s'alignaient, tu vois, automne. Et peu de gens nous demandent. Mais en fait, et ce qui est cool aussi, c'est que le nom sonne bien dans plusieurs langues. Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, on a des clients en France, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc tu as différents, tu vois. Ici, c'est automne. En Italie, c'est automne. Okay. Au UK, aux US, c'est automne. Tu vois. Et c'est toujours bien. Tu vois, c'est un peu comme Nike et Nike. Tu vois, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Donc l'idée, le nom est venu là. C'était ça. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui chez Automne? Donc en fait, de façon très simple, donc on est une plateforme d'optimisation de la gestion des stocks. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième ligne, c'est quoi? C'est de façon très simple, on aide nos clients à jamais être en rupture sur les produits qu'ils vendent et à jamais être en surstockage sur les produits qu'ils vendent pas. Donc en fait, c'est toujours en fait l'équation et la balance un peu extrêmement difficile, qui l'est encore plus aujourd'hui. Et on en parlera sûrement en détail par rapport à ce qui se passe sur le retail. Et comment on fait ça en fait? Donc en amont et en aval sur différents modules. Donc en fait, si tu veux, la première en fait frustration que nous on avait eue quand on était du coup de l'autre côté, c'était d'utiliser plusieurs outils qui ne se parlent pas entre eux, qui communiquent pas entre eux, pour faire différentes tâches dans la chaîne de valeur. Et donc en fait, on s'est dit, on veut dès le départ, donc il y a aussi une façon assez dingue de construire un produit dans le sens où normalement en fait, tu commences et tu te focuses sur un seul module, tu le fais très bien, tu as des clients, après tu dis bah je passe à l'autre. Nous en fait dès le départ on s'est dit on va faire un truc ultra horizontal, on a plusieurs modules à offrir et en fait donc sur la partie amont c'est comment tu t'achètes tes produits saisonniers. Donc tu vois le showroom traditionnel où tu as tes acheteurs etc qui voient tous leurs nouveaux produits qui n'ont aucun historique de vente, qui ont une logique, c'est la finance nous donne un budget, on a toute cette collection devant nous. On doit faire entrer cette collection dans le budget. Et donc ça, c'est le premier truc. Et ça, c'est un travail qui est normalement en fait une sorte de feuillet Excel gigantesque où les gens jouent limite à Tetris parce que tu as des produits, quand tu as des tailles, tu as une 50aine de points de vente, 100 points de vente, 200 points de vente. Donc c'est un truc qui est extrêmement fastidieux. Comment en fait on automatise en fait toute cette partie-là en fait on aidant du coup l'utilisateur en fait dans sa prise de décision, tu vois, étape par étape. Avec l'IA. Avec l'IA. Okay. Et sur des trucs vraiment cool. En fait, ça aussi c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu le bon moment. Tu vois, Auto n'aurait pas pu exister, je pense, il y a 10 ans, c'était impossible.
parce que l'IA te permet de faire des choses incroyables. Et encore plus maintenant, ce qu'on arrive à faire avec OpenAI est juste... tu vois, OpenAI, c'est pas juste ChatGPT, c'est vraiment, en fait, tu utilises ça comme un outil qui te permet, en fait, de détecter des similarités entre des produits, de nettoyer de la data. Tu vois, dans le retail, la data, c'est toujours un problème. Les gens te disent toujours, bah, moi, ma data, elle n'est pas clean. Mais en fait, elle ne le sera jamais. Donc, comment, en fait, l'IA te permet, en fait, de nettoyer cette data en amont. Donc, tu as cette logique-là sur la partie achat de produits saisonniers, donc tout en amont de la chaîne de valeur. Tu as un module de réappro fournisseur. Donc, en fait, un peu tes produits Pareto que tu dois jamais avoir en rupture, que tu vends du 1er janvier au 31 décembre. Comment, au final, faire en sorte que tu aies suffisamment de stock, toujours en ayant cette logique de cash flow, parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Donc, ça, c'est deux modules-là. Ensuite, sur la partie aval, c'est une fois que tu as ton stock dans ton entrepôt, où est-ce que tu l'envoies, dans quelle quantité. Et une fois que le produit commence à se vendre, comment en fait tu fais du réappro. Et ça, si tu veux, nous, notre expérience, c'était ERP traditionnel qui te fait du 1 pour 1, où tu dois mettre un minimum, un seuil minimum, un seuil maximum. Mais en fait, il n'y a aucune logique au final, tu vois, de saisonnalité ou d'événements que tu peux avoir, de data externe. Typiquement, il faisait très chaud il y a encore quelques jours et maintenant on est quasiment en hiver, tu vois, mais comment ça se reflète et quel est l'impact, la corrélation que tu as avec, sur certains produits, dans quel magasin, etc. Tu as un module qui va faire du transfert intermagasin. Ça, c'est frustration. Et nous, on ne le faisait pas directement. À l'époque, on était chez McQueen, on aidait nos collaborateurs, c'était l'équipe Retail Merch qui le faisait. Donc, fiche Excel qui comparait les choses. Et ensuite qui prenait le téléphone et qui demandait au directeur de boutique de balancer du stock à droite à gauche, etc. Mais aussi frustration en tant que client final. Tu vois, on a tous eu ce cas où tu rentres dans la boutique et tu demandes un pull dans ta taille, etc. On te dit, bah non, on l'a pas, mais par contre, la boutique à côté, à 200 mètres, si vous voulez, parce que je le vois sur mes positions de stock, je vois que la boutique là. Maintenant, tu as un truc un peu moins frustrant, c'est une logique un peu, tu vois, omnichannel, mais si vous voulez, on peut vous l'envoyer directement chez vous. Mais si je me suis déplacé dans la boutique, c'est que j'aimerais bien l'essayer, sinon je l'aurais acheté directement en ligne, tu vois. Oui. Donc là, en fait, on vient en fait en amont de ça, et en fait, si tu veux, on va arriver par rapport en fait à ton réseau de distribution, regarder où sont tes magasins entre eux, parce qu'en fait, on va éviter de te dire envoie un t-shirt de ta boutique de Paris à ta boutique de New York, mais au final, alors qu'à Paris, tu as une dizaine de boutiques. On va prendre en compte du coup ta logique de coût de transport, etc. Et en fait, ce qu'on vient faire, c'est regarder l'excès et le besoin de chaque produit dans chaque taille. Et on va te dire, en fait, voilà le stock que tu vas devoir bouger. Parce qu'en fait, dans 1 semaine, 2 semaines, voilà en fait les ruptures que tu vas avoir. Waouh, prédire. Ouais. Et du coup, et en fait, un truc aussi intéressant, c'est que tout ce que tu fais sur la plateforme, c'est extrêmement héroïstique. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme te montre, pour chaque en fait, recommandation, le ROI que tu vas pouvoir dégager. Donc, en fait, tes ventes incrémentales, l'amélioration au final de ta fill rate, donc en fait, de moins de rupture de stock, ton impact sur la marge, etc. Donc, vraiment, en fait, pour faire comprendre à une personne qui a généralement entre 25 et 30 ans, tu vois, c'est la réalité. Parce qu'en fait, quand tu penses aux personnes qui optimisent la gestion des stocks dans les marques, c'est pas des personnes qui ont normalement en fait qui ont un job très gratifiant, tu vois. Et c'est vrai en fait, c'était un peu le premier exercice de design qu'on avait fait avec Harry pour Automne. C'était en fait de définir la semaine d'une personne qui optimise les stocks dans le retail. Et en fait, on s'est dit en fait la semaine elle commence pas le lundi, elle commence le dimanche. Elle commence le dimanche entre 18 et 19 heures généralement, où tu commences à avoir une boule dans l'estomac et tu dis demain ça sent le vécu. Ouais. Demain je dois aller au bureau. Et quand tu arrives le lendemain au bureau à 9h30, tu ouvres ta boîte mail Outlook et là tu as une batterie d'emails et on te demande de faire un travail sur des choses qui se sont passées dans le passé. Tu peux rien faire, tu vois, parce que si tu as raté des ventes, on peut pas prendre une DeLorean et revenir, tu vois, faire un retour vers le futur et faire quelque chose. Et en fait, c'est comme ça continuellement. Donc en fait, tu as un peu cette roue du hamster où du lundi au vendredi, en fait, ton travail, c'est ça. Et donc après, tu as un pic d'un point de vue comportemental le jeudi où tu dis, en fait, demain, c'est le week-end. C'est ça, tu vois.
Et donc, en fait, une fois que tu termines de travailler le vendredi, tu es là, genre, c'est bon, j'ai 48 heures pour reposer et tu recommences. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, si on change en fait l'approche et qu'en fait, l'objectif d'Autone, c'est littéralement en fait de base, hein, et j'adore dire ça, c'est un outil de productivité. C'est qu'en fait, on vient séquencer la semaine de chaque utilisateur. Donc en fait, plutôt que tu arrives et que tu te dises qu'est-ce que je dois faire et tu es vraiment à chaque fois dans la réaction, bah là en fait, tu passes dans une logique d'anticipation parce qu'on te dit, bah, en fait, du lundi au vendredi, sur les différents modules sur lesquels tu travailles sur la plateforme, voilà en fait les tâches que tu vas devoir effectuer, voilà le ROI que tu vas pouvoir dégager. Et à la fin de la semaine, tu reçois un email qui te dit bah, bravo. Wow. Tu vois, et donc du coup, et c'est ça en fait, c'est cette logique de encore plus avec tout ce qui se passe, c'est par rapport à l'IA, est-ce que l'IA est là pour remplacer les gens, etc. J'avais lu ça quelque part, je sais plus, c'était sur LinkedIn, un truc comme ça, où une personne a dit l'IA ne remplacera pas l'homme, l'homme sera remplacé par l'homme qui maîtrise l'IA. Et tu vois, et en fait, c'est ça, en fait, cette logique de productivité, et c'est une KPI. Là, il fallait regarder la caméra pour... Et là, punchline, mais c'est pas du tout la mienne, donc je prends pas de crédit par rapport à ça. C'était sur LinkedIn, je pense. Et du coup, et donc en fait, c'est vraiment la KPI dont on est vraiment le plus fier. C'est qu'en fait, on demande à chaque fois à nos utilisateurs combien de temps ils passaient sur une tâche avant Autone. Tu vois, typiquement, combien de temps ça leur prenait à faire de la location de stock. Généralement, ils faisaient une fois par semaine et ça leur potentiellement prenait une journée complète ou 2 journées dans certains cas. Et on compare ça avec combien de temps ça leur prend en fait sur la plateforme. Et en fait, du coup, en moyenne, on voit que les gens en fait sont capables de faire 20 fois plus d'actions sur la plateforme que dans leur vie précédente. Et en fait, du coup, avec du coup une précision qui est beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient avant, parce que du coup, en fait, avant, ils n'avaient pas du tout le temps de passer justement à se dire, ok, est-ce que mon travail fait sens, est-ce que c'est bien, enfin, tu vois, est-ce que mes quantités sont les bonnes, etc. Et là, en fait, on leur dit, bah, toute cette logique de data, est-ce que la data est bonne, est-ce qu'on doit la nettoyer, etc. En fait, on fait tout ça. Et en fait, on leur dit, bah, là, en fait, vous avez 100% de votre temps à passer au final à prendre la bonne décision. Waouh, ok. Et alors concrètement, quand moi je suis, admettons, client, c'est quoi la promesse Plus on grandit, on a 3 ans, donc on est ni bébé ni adulte, mais on avance à une rapidité qui est assez impressionnante. Et du coup aussi à une maturité, dans notre façon de penser, de voir les choses. C'est-à-dire qu'au début, quand on avait commencé avec Harry, il n'y avait pas du tout de promesses, tu vois, de ROI, etc. Enfin, c'était juste, en gros, vous allez voir, bah, en fait, vu qu'on l'a fait, nous, en interne, chez McQueen, bah, techniquement, on peut le faire pour vous. Tu vois, donc, ça avait l'approche qui était comme ça. On a vu quand ça a marché, on s'est dit, ah ouais, donc là, vraiment, en fait, ça marche pour d'autres personnes. Et du coup, ça a été ensuite, on s'est dit, comment, tu vois, dans notre logique de cycle de vente, on peut déjà, en fait, dire à nos futurs clients, bah, en fait, voilà ce qu'on pense pouvoir, en fait, aller récupérer. Et c'était la première fois qu'on a mis ça en place, il y a 1 an et demi, où on utilisait c'était en gros une étude de McKinsey, je pense. D'accord. Qui disait que les pertes, en fait, non, une sous-optimisation des stocks peut conduire à une perte de 5 à 10% du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, c'était ça. Et on disait, bah, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK. Et c'était, quel est votre chiffre d'affaires? Donc, ils me disaient le truc. Et nous, on disait, bah, pour aller récupérer du coup cet argent auquel vous n'avez pas accès, on va prendre 1%. Tu vois, donc c'était du coup, c'était se dire, bah, pour vous donner, on va vous aider à aller récupérer ce gâteau-là. Nous, on va prendre du coup 1% de cette part-là. Et après, en fonction des modules qu'ils choisissaient, etc. Si vous voulez un contrat d'1 an, un contrat de 2 ans, donc c'était un peu comme ça. Là maintenant, vu qu'on a plus de personnes, des personnes avec beaucoup plus d'expérience que nous, et ça c'est aussi la beauté de construire une société, tu vois. Vous êtes combien actuellement? On est quasiment une 50aine. Basé entre, comme un mauvais parfum des années 90, entre Paris, Milan, Londres et New York. Et on a 2 personnes aussi à Abu Dhabi. D'accord. Voilà, donc un peu, mais on est tous c'est en physique par contre, on n'est pas du tout remote. D'accord. Ça aussi, par expérience, l'expérience Covid m'a suffi, tu vois, c'était cool pendant un moment, mais en fait, c'est la création d'énergie que tu as quand tu es avec tes collègues, etc. Le fait que tu peux
t'éclater avec eux pendant une journée, tu vois, ça n'a pas de prix, quoi. Mm. Plutôt juste derrière de rester sur Zoom toute la journée, souvent en caleçon. Parce que ça aussi, on a passé beaucoup de temps en caleçon pendant le Covid. On dit les choses, tu vois. Il faut dire la vérité. Ou, tu faisais avec une petite chemise, mais on était tous en caleçon en dessous. Non, mais en chaussettes, exactement. Mais donc on est répartis comme ça. Donc en physique, on a des bureaux de taille bien évidemment différentes dans les différentes villes. Donc tout ça pour revenir sur la partie héroïque qui est beaucoup plus poussée et qui est maintenant en fait extrêmement poussé sur l'optimisation du cash immobilisé dans les stocks. Si tu veux. Et en fait, c'est un peu, quand tu regardes l'évolution du retail, donc il y a eu un peu une sorte d'effet, un peu une sorte d'effet, ce que j'appelle un peu oasis, tu vois. C'est dans le sens où, pendant le Covid, énormément de marques ont très bien marché. Parce que notre mode de consommation a complètement changé pendant le Covid et que ce soit sur la mode, que ce soit sur la maison, les gens ont pas mal dépensé. Et tu as eu du coup en fait un effet pour plein de raisons. Tu as eu la guerre en Ukraine, le prix du gaz, l'électricité qui a augmenté, l'inflation. Les gens n'ont plus du tout le même pouvoir d'achat, donc tu sens cet impact-là et que tu vois en fait de plus en plus, que ce soit dans le luxe, dans le retail traditionnel, c'est très dur maintenant. Mais du coup, comment en fait on n'est plus vraiment dans une logique de juste d'arriver et de dire bah oui, l'objectif c'est de vous faire grandir mieux en fait ou vendre mieux. C'est un peu ça la promesse d'Automne, c'est de dire tu peux vendre mieux avec moi. Mais le nerf de la guerre, il va vraiment être dans ton cash en fait immobilisé, donc ton stock qui prend de la poussière, qui est en fait l'inverse de ton Pareto. Donc en fait, c'est 80% de ton stock qui génère 20% de ton chiffre d'affaires. Et donc comment en fait tu vas venir en fait réduire ça au fur et à mesure pour du coup en fait dérisquer l'approche d'une marque ou d'un retailer. D'accord. Donc vos clients sont essentiellement des retailers c'est retail wholesale ou comment? On a commencé, alors en fait, si tu veux, on a commencé au départ dans le luxe, puisqu'on avait un peu, où on pensait en tout cas avoir cette légitimité-là, encore une fois avec le badge McQueen. Et en fait, de façon très organique et opportunistique aussi. Tu vois, au début, McQueen, Automne jusqu'à il y a quasiment un an, c'était très pas d'équipe commerciale, c'était très bouche à oreille. C'est exactement comme ça. Donc au final, on prenait chaque opportunité. Il n'y avait pas vraiment de logique de est-ce que cette marque est trop petite ou trop grande pour nous. C'était en fait, si cette marque veut travailler avec nous, trop bien, on y va. Et ce qui a un peu changé maintenant, parce que du coup, quand tu t'essayes de monter une boîte avec le moins de friction possible, donc tu dois vraiment, en fait, c'est qu'une histoire de focus et on est bien meilleur aujourd'hui qu'on était avant. Donc on a commencé avec le luxe et on s'est dit, au final, la verticale apparel, donc fashion, et pas vraiment en fait aujourd'hui prise en charge. Beaucoup d'Excel, beaucoup de RP, des outils qui sont la plupart du temps vieillots. Donc on se focus sur ça. Et c'est ça qui était assez intéressant, c'est que on avait fait Y Combinator, donc l'incubateur où sont passés Airbnb, OpenAI, etc. Silicon Valley. Et c'était vraiment en fait focus sur une toute petite partie d'un gros marché. Donc, et en fait, c'était ça. Tu vois, pour nous, c'était en fait l'appareil, c'est le retail, mais on se focus sur ça et on fait ça. Et en fait, de façon progressive, on s'est dit, on peut faire ça aussi sur la beauté. Donc, on a commencé à avoir des clients sur la beauté. On peut faire ça sur la maison. Donc, on a commencé à avoir ça sur la maison. Et là, récemment, on a signé nos 2 premiers clients wholesalers en Angleterre et en Suisse. Parce que la logique, en fait, est absolument la même. C'est juste qu'ils ont beaucoup plus de marques à gérer, mais ils ont exactement les mêmes problématiques qu'une marque en propre. Bon. Ouais. Et là, vous venez de lever 17 millions d'euros. On est loin du million. On est loin du million. Mais tu apprécies plus la première levée. Ouais. Ouais, tu apprécies plus la première levée. C'est pas du tout qu'il y a un côté blaze. C'est génial. Ce qu'on a accompli sur la série A, c'est incroyablissime. Mais tu as ce côté première fois de la première levée où c'est la première fois. Donc en fait, on était 2 et tu vois, on se regarde et on se dit... Et quand on fait la première levée et ensuite on est pris directement dans la foulée chez Y Combinator et on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe en fait,
Tu vois, on a un petit coup de pouce du ciel, quoi. Hmm. Et donc là, on a annoncé il n'y a pas très longtemps notre série A, donc notre 3e levée de fonds, avec General Catalyst, qui est un fonds américain, excellent fonds américain, où sont passés des HubSpot, typiquement CRM, etc. On a eu aussi sur ce tour de table nos investisseurs existants, donc Spin Invest en Allemagne, Seedcamp en Angleterre, mes investisseurs français que j'adore, et je les adore parce que c'est des retailers de cœur, que ce soit Motier, donc c'est Guillaume Houzet, famille et Galeries Lafayette, donc qui comprend en fait toutes les problématiques qu'on soulève chez Autone, Financière Saint-James avec Michael Benabou. Donc tu vois, c'était vraiment en fait pour nous c'était vraiment cet accès-là d'arriver de dire comment on peut avoir des gens. C'est pas une histoire de juste lever de l'argent, parce qu'en fait on n'a jamais vraiment, c'était pas en fait lever de l'argent parce qu'au final tu peux limite aller chez le banquier, prendre un prêt. Oui, oui, bien sûr. Et tu as toujours 100% de ta boîte et il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment en fait se dire cette logique d'argent intelligent, comment avoir au final des personnes qui vont te permettre de te dire écoute, je connais telle marque ou je connais telle personne dans telle marque. Et, tu vois, et c'est super important parce que du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton exécution commerciale. Donc on a fait ça. Donc il y a quelques semaines, ça a été annoncé il y a quelques semaines, avec une logique de en fait continuer à développer notre produit, parce qu'on était encore une équipe très petite par rapport aux problèmes qu'on adresse. Et ça, c'est mon associé Harry qui adore me le répéter, là moins, parce que là il a beaucoup plus de personnes maintenant, mais il adorait me le répéter. Mais du coup, encore une fois, lié à notre naïveté, notre innocence, c'est si on a réussi à le faire au début à 2, on peut très bien le faire à 10. Maintenant, on est beaucoup plus. Mais donc, du coup, c'est vraiment développement, continuer à développer le produit et le pousser encore plus. Et sur la logique, au final, de notre développement commercial, on a cette particularité à être une société qui est à la fois française, à la fois italienne, à la fois anglaise et à la fois américaine. Et c'est ça, en fait, qui est assez génial. Qui est aussi un pari un peu fou qu'on avait décidé de prendre dès le début sans le savoir, parce que de façon organique, parce que Autone est né en Italie. Ensuite, on s'est rendu compte très rapidement que l'écosystème tech en Italie quasiment inexistant. Ouais. Donc on a décidé au final de monter une nouvelle entité en plus en Grande-Bretagne, parce qu'on avait un peu, tu vois, une sorte de crédit un peu recherche qui existe aussi en Angleterre pour les développeurs qu'on avait embauchés, etc., qu'on commençait à embaucher. Ensuite, on s'est rendu compte que notre marché principal devenait la France. Donc ça, c'était il y a 12 mois. Donc on s'est dit, plutôt que d'avoir en fait de faire du portage salarial, on peut économiser de l'argent en ayant notre entité directe. Donc on a ouvert notre entité en France. Et la maison mère d'Autone, donc notre holding, est américaine, parce qu'on devait faire ça pour Y Combinator, on devait avoir une entité aux États-Unis. Et ce qui est génial, c'est que la relation qu'on a, les interactions qu'on a avec les personnes, que ce soit des personnes à qui on essaye de vendre Autone, que ce soit nos clients, que ce soit des partenaires, etc. En italien, on leur parle avec un italien top. En France, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et ça fait vachement la différence, tu vois. Plutôt que on aurait pu décider de se dire, en fait, on décide de faire uniquement la France. Et au bout de 3 ans, on essaye de conquérir le marché américain. Mais en fait, quand tu arrives 3 ans après, tu te manges un peu un mur et tu as cette étiquette de vous êtes une société française. Et tu as beaucoup de boîtes tech qui ont malheureusement en fait, connu ce problème, et tu es obligé de dépenser énormément de cash pour essayer de pénétrer un marché où on a déjà de l'attraction aux États-Unis, on a une dizaine de clients là-bas. L'Italie aussi, pour nous, qui est un marché extrêmement important. Donc, c'est comment, au final, à continuer à pénétrer ces marchés-là. Donc, et du coup, avec Harry, vous êtes entre Harry est basé toujours à Londres. Harry est basé toujours à Londres. D'accord. C'est un peu un ermite. Après, c'est pour ça que c'est mon architecte, c'est ma deuxième femme. Mais c'est un peu un ermite, il n'aime pas trop voyager. Il parle qu'anglais. Il n'a jamais voulu... en fait, le deal à l'époque, c'était quand on commençait en tour en Italie, il devait venir en Italie avec moi pour apprendre l'italien.
Et Tu le rencontreras sûrement un jour et tu verras qu'il ne parle absolument pas italien. Anglais, c'est tout. anglais, bon, bah Ouais. écoute. Et ok, bah là, on en sait beaucoup plus sur Automne et j'ai adoré en fait écouter ton expérience entrepreneuriale. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs ou à des personnes qui veulent entreprendre? C'est une super question. Et du coup, je vais essayer de te donner une super réponse. Tu me dis si elle est nulle. Punchline. Non, punchline. Il y a un phénomène depuis pas mal d'années où monter une start-up, tu vois, ce truc de les start-upers, quoi. C'est un truc où c'est devenu monter sa start-up, c'est aussi cool que, je sais pas, il y a 10 ans, être en finance. Tu vois, c'est devenu ou d'être consultant au BCG. Et maintenant, c'est je fais mon école d'ingé, je fais mon école de commerce et je vais monter ma start-up. Et je vais avoir mon indépendance. Et je vais avoir mon indépendance. Tu as un côté aussi qui est, tu regardes les séries sur WeWork, sur Uber, sur Facebook, etc. Et tu te dis, bah, en fait, je vais monter une décacorn, et ça va être ça. Et tu n'as pas cette logique pragmatique, en fait. En fait, si tu veux, le premier conseil, c'est, nous, la chance qu'on a eue, c'est en fait, on ne s'est pas le réveiller un jour et on s'est dit, on va lancer notre startup. C'est en fait, on avait un problème qu'on avait résolu en interne et on a décidé en fait de créer une solution par rapport à ça. Tu vois, donc en fait déjà de base et ça peut être sur nous on a décidé de faire ça sur la supply chain, mais tu peux faire ça pour optimiser la prise de rendez-vous pour les vétérinaires. Parce que typiquement, tu étais assistante vétérinaire pendant 15 ans et tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, que tu passais énormément de temps par rapport à ça. Donc c'est vraiment en fait, déjà de base, est-ce qu'il y a un problème que tu as connu et que tu as une solution qui pourrait être utilisée par des gens. En fait, ça sert vraiment à rien, tu vois, d'arriver et de dire bah, je vais faire une start-up, je vais devoir lever les fonds. Et tu as beaucoup de gens en fait, qui tombent dans ce panneau-là et qui perdent en fait un temps fou à trouver, à penser juste à cette logique de il me faut une idée, il me faut des investisseurs. Et c'est ça qui est assez, tu vois, qui un peu dommage pour le coup. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de startups qui malheureusement au bout de quelques mois, 2 années max en fait, disparaissent. 8 sur 10 je crois. Ouais. Et en fait c'est littéralement donc tu as ça, tu as deux et ça ce qu'on avait appris chez Y Combinator, c'était une startup ne meurt pas d'homicide, mais meurt de suicide. Et tu vois, en fait, tu as aussi. C'est punchline. Ouais. Et c'est pas la mienne non plus. Je suis pas beaucoup de punchline. Moi. Et en fait, quand tu viens y penser, Ouais. c'est tellement vrai. C'est qu'en fait, tu as beaucoup de gens aussi qui se lancent au tout début de leur aventure entrepreneuriale. Ils vont dépenser énormément d'énergie et de temps à regarder en fait la concurrence. Et mon concurrent a fait ça, ou mon concurrent qui existe depuis une dizaine d'années, qui a beaucoup plus de capitaux que moi, fait ça, moi je le fais pas. Et donc en fait, alors il n'y a pas ce focus de, en fait, il faut juste trouver un premier client, faire en sorte que ce client-là soit le plus satisfait possible, parce que cette personne-là en fait va devenir une extension de mon équipe marketing gratuite. Tu vois, et c'est vraiment en fait, c'est savoir où est-ce que tu dépenses ton énergie, à quel moment. Et ensuite, tout se passe. Parce que les investisseurs, si tu veux, c'est vraiment, encore une fois, c'est une logique de... c'est des personnes qui sont là pour t'aider à grandir. Et ça ne doit pas être en fait un frein à ta société. Il y a des personnes qui arrivent à bootstrapper leur boîte de façon incroyable. Et donc, tu n'as pas besoin d'investisseurs pour monter des boîtes géniales. Donc, c'est vraiment ça. C'est en fait, je pense que tu as cette part, donc tu as ce côté de avoir la bonne idée que tu maîtrises, de ne pas avoir peur, parce que pour le coup c'est un saut de l'ange monter sa boîte. Il y a des gens qui sont serial entrepreneurs, ça aussi c'est un terme. Je suis serial entrepreneur, très bizarre parce qu'il y a un côté serial killer, tu vois, serial entrepreneur. Je suis pas capable. Genre pour moi, Automne, c'est mon ticket simple et je pourrais pas monter une autre boîte derrière parce que je ne saurais pas quoi faire derrière. Peut-être des gens qui montent d'autres boîtes, je sais pas comment ils font. Mais par rapport à ça, c'est du coup, en fait, la qualité numéro 1 d'une personne qui veut se lancer, c'est de la résilience. C'est en fait une journée dans la tête
d'un entrepreneur, tu as l'impression de vivre ça comme si c'était un mois en fait. Tu passes par 10 000 émotions dans la même journée, c'est les montagnes russes Ouais. sous stéroïdes, tu vois, donc c'est un super Space Mountain et en fait tu dois avoir cette résilience. Et tu dois en fait réussir aussi, quand tu fais grandir ta boîte, à transmettre cette résilience aussi. C'est ce que j'allais te poser comme question, Ouais. parce que finalement, maintenant, vous grossissez, vous êtes passé à 50. Ouais. C'est quoi les qualités du coup, que tu recherches là, sur pour tes collaborateurs? Alors, en fait, si tu veux, déjà, toutes les personnes qu'on prend chez nous, la première barrière à l'entrée, c'est réussir. C'est pas facile, mais c'est réussir à évaluer le niveau de toxicité de la personne. En fait, chez Autone, il n'y a absolument personne de toxique. Donc, je dis ça si jamais des gens veulent venir chez nous. Pas parce qu'on est une famille, et ça aussi, je dis ça à l'équipe, c'est qu'en fait, on est une équipe, on n'est pas une famille. En fait, on doit être avec des personnes qui doivent être des personnes extrêmement performantes et qui adorent travailler aussi ensemble. Et du coup, par rapport à ça, donc tu as ces personnes qui arrivent, comment en fait elles vont permettre en fait de élever le niveau x 10. Chaque personne qui arrive chez nous doit arriver en fait et contribuer et en fait rajouter la prochaine brique qui va nous permettre au final d'être de plus en plus robuste et au final de continuer vers la trajectoire où on va. Mais nous, en fait, ce qu'on leur transmet, c'est justement cette logique de résilience. Et on les prévient en fait en entretien. On leur dit par contre, un environnement startup, c'est pas du tout un environnement corporate. C'est-à-dire que tu vas avoir 100 mauvaises nouvelles pendant la semaine et tu vas en avoir une bonne. Mais cette bonne nouvelle, elle va effacer toutes les 100 mauvaises que tu as eues. Tu verras que le sentiment de cette bonne nouvelle-là va être génialissime. Et on a réussi vraiment à transmettre ça chez nos différents collaborateurs, donc les personnes qui sont avec nous. Et du coup, ça se transmet maintenant avec d'autres personnes, tu vois, sans qu'on ait besoin de... Et les profils que vous avez du coup en interne sont des profils d'ingénieurs, des profils... Ouais, on a donc toute l'équipe produit est à Londres. Et que ça va de l'infrastructure, back-end, front-end, IA, product design, parce qu'il faut des designers pour avoir un très beau produit. Et ensuite, dans les autres villes, ça va être du bizdev. Et là, on va être sur des logiques de commerciaux qui ont déjà fait ce qu'on a fait. Donc, on va prendre des personnes, tu vois, typiquement dans ce qui se fait de mieux que dans les pays où on est. Donc, en France, chez Content Square, chez Amplitude, chez Relax, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnes en fait se suivent. C'est-à-dire qu'on a des personnes en fait chez nous, chez Autone, c'est leur 5e boîte qu'ils font ensemble. Et donc ça, je trouve ça aussi génial. C'est des personnes qui ont déjà bossé ensemble et qui adorent bosser ensemble. Et donc du coup, en fait, tu as une énergie et une création de valeur qui est beaucoup plus importante, que si tu prenais en fait des gens via des recruteurs. On n'aime pas beaucoup les recruteurs. Je sais que je dis ça, mais c'est dommage parce non, que... c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, si tu veux, si on peut monter en fait une équipe via du bouche à oreille parce que les gens veulent bosser ensemble, c'est génial. Parce que du coup, ça crée en fait cette culture d'entreprise. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. En tant qu'ancien DRH. En tant qu'ancien DRH. Et alors, on arrive sur la fin. J'ai toujours posé la question à mon invité. Quelle personne tu verrais à ta place en tant qu'invité sur The Good Talk? Ouais, alors un très bon ami qui est un ancien collègue que tu connais, d'accord, du coup, qui est Laurent Pifot, qui est le CEO et cofondateur de Doit, donc une boîte de HR Tech. Histoire géniale. Bon, tu m'en dis pas plus. Histoire géniale. Eh bien, écoute, c'est entendu. Écoute, le podcast arrive sur sa fin. Adil, merci encore d'être venu. J'ai trouvé ça hyper inspirant, ton histoire hyper inspirante. L'histoire d'Harry aussi, hyper inspirante. Mais voilà, j'espère que nos auditeurs auront autant de passion que j'ai eu là à t'écouter. Et donc, justement, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires inspirantes, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, à donner de la force à ce podcast et à Autone. Et on vous retrouve sur autone.io, c'est ça? Exactement. Bon, et bien, à très bientôt.